Bonjour à tous et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie en Bretagne. Fondée en 1993, l'ISFEL a formé 5500 étudiants en alternance dans des formations allant du bac plus 2 au bac plus 5. Particularité de l'établissement, être basé à Saint-Paul-de-Léon dans la zone légumière bretonne et adapter ces formations au plus près des besoins du territoire. On en parle dans un instant avec Gilda Janin, le directeur de l'ISFEL. Le centre fête ce mois-ci ses 30 ans. Avant cela, on fait un point sur l'actu éco de la Pointe-Bretagne. Dense en ce mois de juin et on prend tout de suite la direction de Locronan où se déroulait en début de semaine le concours régional de la filière cidricole. Mais sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes, on ne parlait que de la décision de la Commission européenne d'inclure de l'eau dans la définition du cidre, un sacrilège sur lequel revient Enora Le Nôtre. Non, il n'a pas un super nez. Non, mais ça, Cidre, jus de pomme ou eau de vie, les membres du jury dégustent et débattent pour élire les meilleurs de Bretagne. Et chacun a ses critères de préférence. À la fois en fait un équilibre entre une légère sucrosité, en fait, on est sur des brutes, et peut-être une petite amertume en fait en fin de bouche qui caractérise les cidres bretons. Pourtant, dans les allées, bruisse une rumeur qui inquiète les producteurs. La Commission européenne travaille sur une harmonisation des normes de production cidricole dans les 27 États membres. Or, selon les pays, le cidre est très différent. En France, il doit être produit à partir de 100% de pommes, tandis que dans certains pays du Nord, le cidre, ou cider, contient moins de 20% de fruits, le reste étant de l'eau, du sucre ou des produits additifs. La loi autoriserait l'appellation cidre pour un produit à base d'au moins 50% de pommes et pour les producteurs, ça ne passe pas. Alors nous, ça peut nous impacter parce qu'on peut se retrouver face à une concurrence déloyale qui peut tirer les prix vers le bas alors que l'ensemble de la filière valorise les cidres et monte en qualité. Donc on va se retrouver avec des produits qui s'appellent cidre, qui ne sont pas du tout qualitatifs et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Pour le moment, la Commission européenne consulte seulement le Parlement. Aucune proposition législative n'a été faite. La Bretagne est la première région cidricole de France. Elle produit 46% du cidre consommé dans le pays. C'est un projet qui date de 2010 et qui peine à émerger, la construction d'un abattoir intercommunal au Fou dans le Finistère. L'actuel abattoir a 60 ans et doit être reconstruit. Le coût de l'investissement s'est envolé et aujourd'hui, les élus locaux en appellent à la solidarité pour cet équipement de service public. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur le site où devrait être construit le futur abattoir. On regarde tout de suite. Ici, donc, nous nous trouvons sur le terrain qui va recevoir le futur outil, le futur abattoir du Fou. Sur ce terrain acquis par la communauté de communes de Crozon et de l'Aulne-Maritime en 2021 doit s'élever le futur abattoir du Fou. Les derniers devis sont tombés et c'est la douche froide pour les élus. Avant l'appel d'offres, on était sur une enveloppe de 10,5 millions et effectivement, elle est passée à peu près à 15 millions. Nous, aujourd'hui, au vu du montant de l'emprunt qui augmente, on n'ira pas tout seul. L'abattoir est indispensable pour remplacer l'actuel outil en fonctionnement depuis 60 ans. Il est à bout de souffle, mais il tourne à plein. L'abattoir intercommunal du Fou est le seul à réaliser l'abattage d'ovins dans le Finistère. Cet éleveur y amène chaque année plusieurs milliers de bêtes. Si nous perdons notre outil d'abattage, nous devrons arrêter l'élevage parce qu'il n'y a pas de plan B. Ce n'est pas de se dire si on n'a plus le Fou, on ira ailleurs. Ailleurs n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de le faire. Pour les producteurs locaux et les circuits courts, la fermeture définitive de l'abattoir serait rédhibitoire. C'est l'abattoir de tout un territoire et ça va même au-delà du Finistère parce que ça gravite aussi un petit peu dans les Côtes-d'Armor, un petit peu dans le Morbihan, de par certains utilisateurs. Il est géographiquement très bien placé. Entre deux grands centres de consommation que sont Brest et Quimper, des plus petits centres que sont les villes de Châtelain, Landivisiau, Landerneau, il est parfaitement placé. Pour sauver le projet d'abattoir et convaincre d'autres collectivités de les soutenir, Crozon-Aulne-Maritime organise une réunion dès la première semaine de juillet. Et l'une des infos de la semaine, c'est l'annonce de la région Bretagne d'octroyer à la compagnie aérienne Céleste une aide d'1 million d'euros créée sur les cendres de Hop,
Céleste bénéficiait de cette avance remboursable accordée à la compagnie et qui devrait donner un coup d'accélérateur justement au projet déjà soutenu par le département du Finistère, de Brest Métropole et de Morlaix Communauté. Les élus locaux se réjouissent de cette annonce. Pour les écologistes, c'est une aberration. Céleste devrait relier Brest à Paris-Orly dans un premier temps. Gilles Lajanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ISFEL. Avant de revenir sur votre actualité et les 30 ans de votre centre de formation, un mot sur l'accessibilité à la Pointe Bretagne. On vient de parler de Céleste. Évidemment, c'est un projet important pour le secteur du Nord Finistère. Pour l'attractivité du territoire, la ligne aérienne permet aussi de désenclaver un petit peu les territoires comme celui de la Bretagne. Comment est-ce que vous voyez justement ce désenclavement de la Bretagne? Est-ce que l'accessibilité est une question primordiale? Oui, c'est une question importante et nous sommes preneurs, effectivement. Nous avons sur 450 étudiants, on va dire 40% qui viennent en dehors de la Bretagne faire leurs études à Saint-Paul. Et évidemment, ce côté désenclavement nous intéresse pour les étudiants, mais également pour les enseignants. C'est un rôle économique fort pour le secteur, quoi. Tout à fait. Allez, vous fêtez cette année les 30 ans de l'ISFEL, un centre de formation basé à Saint-Paul-de-Léon. Chaque année, plusieurs centaines d'étudiants. Je crois qu'ils sont quasiment 430 cette année à être présents dans votre établissement. Donc 430 étudiants sont formés au plus près des attentes des professionnels dans des secteurs comme celui du commerce, de la qualité, des sécurités et environnement, la logistique, mais aussi les biotechnologies. Quelles sont aujourd'hui les particularités de votre centre de formation, Monsieur Janin? Alors, la particularité, en fait, de l'ADN de l'école, elle tient à sa création par la profession agricole qui voulait répondre à un besoin qualitatif en aval de la filière, donc en formant à l'origine des chefs de rayon fruits et légumes. Donc ça a été le premier point. Le deuxième était évidemment d'améliorer l'employabilité des jeunes, bretons ou pas d'ailleurs, qui sont sur les bancs de l'école, et également de leur garantir la gratuité des études dans un souci d'équité et de justice, on va dire. Oui, est-ce que vous êtes sur la zone légumière parce qu'évidemment, il y a la coopérative, la SICA ou encore le Sérafel qui avait des besoins réellement spécifiques. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour coller au plus juste de ce qui se passe dans les entreprises? En fait, effectivement, la création d'un CFA en 1993 était assez pertinente et aujourd'hui, on voit bien que l'apprentissage ayant le vent en poupe, c'était la bonne formule. En fait, l'organisation nous permet de coller au mieux aux besoins de l'entreprise dans la mesure où nous avons su, depuis le début des années 2000, tisser des partenariats avec notamment l'Université bretonne, l'UBO, mais également Sorbonne Université qui a une antenne à Roscoff, dans la mixité des enseignements, avec d'un côté les enseignements académiques, universitaires, et d'un autre côté les enseignements dits professionnels, qui permettent à l'ISFEL finalement de recruter des vacataires professionnels, des gens qui ont un pied dans l'entreprise, donc ont une forte connotation entreprise, de manière à répondre aux exigences de l'entreprise. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de vacataires qui, tous les ans, travaillent au sein de l'ISFEL pour dispenser les enseignements et le côté technique aussi. Tout à fait. Plus d'une centaine sur les 4 domaines que vous avez cités et sur une déclinaison de diplômes qui va de Bac+2 effectivement jusqu'à Bac+5. Alors c'est ça, on a tendance des fois quand on parle de CFA à dire c'est peut-être des niveaux d'études qui sont moindres. Aujourd'hui on va du Bac+2, Bac+5, c'est-à-dire qu'on forme aujourd'hui les têtes, la matière grise qu'on aura besoin pour les métiers de demain aussi peut-être? Tout à fait, et d'ailleurs c'est une de nos préoccupations dans le milieu changeant qu'on connaît, de toujours coller aux évolutions. Évidemment, on a connu dans la dernière quinzaine la numérisation de pas mal de pratiques. Donc c'est cette mixité, même je dirais cette porosité permanente avec l'entreprise qui nous permet d'évoluer. On aime bien dire que les entreprises nous considèrent autant comme un cabinet de recrutement que comme un organisme de formation finalement, puisque nous les contactons bien avant le démarrage des formations pour déterminer avec eux les besoins, les profils désirés, également les attendus de la formation, de manière à ce qu'il y ait une réelle corrélation entre la pratique en entreprise et le contenu de la formation. Aujourd'hui, c'est quoi, plus d'une vingtaine de formations qui sont dispensées à Oui, l'ISFEL? au total, sur Saint-Paul-de-Léon, on a environ une vingtaine de cycles de formation, mais nous avons également dans 6 villes françaises d'Île-de-France, du Sud, du Grand Ouest, d'autres cycles de formation, au global une trentaine de formations différentes. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais la collaboration avec de prestigieux établissements comme la Sorbonne ou encore la station biologique, alors qui pour le coup est à proximité de l'ISFEL, que vous apporte-t-elle?
En fait, l'université, également notre partenaire local principal, également l'UBO, nous apporte leur capacité, avec les années de travail en commun, à évoluer, à avoir des maquettes pédagogiques qu'on peut modifier d'année en année pour coller aux besoins changeants du terrain. Il nous apporte aussi une puissance académique importante, des enseignants-chercheurs ouverts sur l'entreprise, qui nous permettent, nous, dans le côté suivi entreprise, le côté placement, de faire notre travail en bonne symbiose avec leurs équipes. Le territoire de Morlaix, le pays de Morlaix, est-il suffisamment attractif pour vous, pour faire venir des étudiants? Parce qu'on peut imaginer que ces jeunes veulent aller dans des sites un peu plus grands, des métropoles comme Brest ou Rennes. Oui. Saint-Paul, c'est pas un frein? Écoutez, c'est pas un frein. On nous aurait dit il y a 30 ans qu'on aurait formé 450 étudiants dans le Léon. On aurait eu du mal à le croire. 17 en 1993. Tout à fait, c'est ça. Alors après, ça force aussi à l'innovation pédagogique, à coller, comme on l'a dit, au plus près aux évolutions des métiers, parce que la concurrence est vive, évidemment. Il y a de nombreux CFA, on l'a dit, l'apprentissage est en fort développement. Donc, il nous faut toujours être à l'affût et être novateur, on va dire. Quelles sont les grandes orientations à venir aujourd'hui pour l'ISFEL ? Alors l'idée est de dupliquer le modèle saint-paulitain en Vendée, puisque nous sommes en train d'acquérir des locaux sur la ville de La Roche-sur-Yon. L'idée étant de gagner en visibilité territoriale par rapport à nos partenaires en entreprise. C'est également un relais évidemment de croissance, parce que vous imaginez, on a 450 étudiants dans une ville de moins de 7000 habitants. Je pense qu'on a atteint une certaine forme de maturité. Et ça peut aussi défendre l'emploi breton, saint-paulitain, de se développer ailleurs, notamment dans les services supports, les services administratifs, services communication de l'ISFEL. Et ça participe à la pérennisation de notre activité globale, on va dire. L'Arcade Atlantique est un lieu de développement, justement, pour un centre de formation comme le vôtre? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons un gros développement sur la façade ouest, avec, évidemment, en point de mire, la Vendée, qui est assez proche de la Bretagne pour pouvoir y aller, mais pas trop loin non plus. Un calendrier là-dessus, justement? Oui, normalement, à la rentrée prochaine, nous devrions intégrer les locaux de La Roche-sur-Yon pour y dupliquer, idéalement, à moyen terme, l'activité bretonne, on va dire. Merci Gilda Janin d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Eco & Co. L'ISFEL fête cette année ses 30 ans. J'imagine qu'on peut retrouver tous les renseignements sur le site de lisfel.fr. Tout à fait, c'est bien ça. Merci à vous. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales. Kenavo.